Allez, écoutez, merci pour cette séance à effectif réduit. Beaucoup de gens qui sont en vacances, et qui sont au salon de l'agriculture. On va arriver à avoir le quorum. Didier Cassé, je viens d'avoir été lycée, donc il est sur le temps de venir. On vous a rajouté sur la table la motion là, que nous a envoyée Daniel pour la ligne entre Ussel et Ferroviaire, Ussel, Mondor et Clermont-Ferrand. Voilà, donc d'ailleurs, j'ai pas de scrupule parce que j'étais à la manifestation aussi. Il y avait une petite sottise aussi là, sur un plan pour la minoterie ex-Estagé, sur un numéro de parcelle. Et vous avez le plan de la salle qui fait bien figurer la parcelle dont il est question. Voilà, donc avant de commencer, on va faire l'appel. C'est Nico qui est le plus jeune. Ça va. Les jeunes. Donc, Charles Ferré, voilà. Patricia Dubouchot donne pouvoir à M. Feix, Yves Datin, je suis présent, Denis Perra, Jean-Marie Taguet donne pouvoir à Mme Perra, Muriel Rivet, présent. Didier Cassé, présent. Ludivine Bouillon redonne pouvoir, Yann Octavien Pop, présent. Annie Carrara, Claire Forest donne pouvoir à Mme Rivet, William Trael, présent. Annie Delson, Mathieu Oliveira donne pouvoir à M. Datin, Liliane Villalba, Paul Colbel donne pouvoir à Mme Villalba, Delphine Auriel donne pouvoir à M. Cassé, Stéphane Coty, Marie Vatroussier donne pouvoir à M. Ferré, Jean-Michel Feix, Francis Smuda, Olivier Villa, Dany Vidal donne pouvoir à Mme Membo-Buisson, Thierry Legal, Caris Gallet donne pouvoir à M. Villa et Brigitte Membo-Buisson. Merci Nicolas. Donc vous avez reçu les comptes rendus, les procès-verbaux des conseils municipaux. On vous a remis le procès-verbal du conseil municipal du 26 novembre 2024. C'était pour info, donc il avait été validé. Et par contre, on vous demande de vous prononcer sur l'autre, sur le conseil municipal du 19 2024. Donc avant de le rendre définitif, est-ce que vous avez des remarques à faire sur l'ensemble de ce compte rendu? C'est bon? Bon, mes collègues, pas de remarques? Mais écoutez, on va supposer qu'il y a ajouté plus que ça. On va confirmer qu'il a ajouté à l'unanimité, et puis on va rentrer effectivement dans le dur du conseil municipal, et c'est Annie Carrara qui nous fait le bilan des sessions et des acquisitions. Donc, bilan des sessions et des acquisitions. Donc, Monsieur le maire expose qu'il convient de dresser chaque année le bilan des sessions et des acquisitions communales de l'année précédente. Il propose d'établir le récapitulatif des sessions et des acquisitions de l'année 2024 comme suit. Alors d'abord la session des biens du 1er janvier, communaux du 1er janvier au 31 décembre 2024. Alors, la date de la délibération, le 26 septembre 2024. L'objet de la session, parcelle, section BA numéro 135, 137, 138 et 143, le annuel, pour un montant de 3 456 €, non soumis à l'avis d'estimation des domaines. Et l'acquéreur, c'est l'association Solidarité Turque. En même date, le 26 mai 2024, parcelle cession AB numéro 20 à l'instant pour 1870 €. Estimation des domaines conforme. Acquéreur Lionel Tordajada. Tordajada, oui. Le 19 décembre 2024, parcelle section DB numéro 128. Au Bosquet pour 14 407 €. Estimation des domaines conformes et acquéreur monsieur et madame Loireau. Ensuite, l'acquisition des biens communaux du 1er janvier au 31 décembre 2024. Le 22 février 2024, parcelle section AH numéro 176 à Prénodou pour 6 300 €, non soumis à l'avis des domaines. Et les vendeurs, c'est Consort Emeraude. Le 10 avril 2024, parcelle section AH numéro 175 au Prévodou
554, non soumis à l'avis des domaines et les vendeurs consorts Wessex. Le 10 avril 2024, parcelle section AH, numéro 174, Côte-Bénodou, toujours, pour 300 €, non soumis à l'avis des domaines et les vendeurs consorts Crozet. Ensuite, le 6 août 2024, parcelle section AM numéro 256, avenue Charles de Gaulle, pour 23 150 €, non soumis à l'avis du domaine, c'est monsieur et madame Bulle. Et j'en ai sauté une le 20 juin 2024, parcelle section AM numéro 469, rue Père de Ilotos, 300 €, non soumis à l'avis des domaines, vendeur Marcel Chastagna. Le 26 novembre 2024, partie de parcelle section ZO numéro 173, commune de Vitrac, puis de la Buse, 700 €, non soumis à l'avis des domaines, madame Gilibert. Le 26 novembre 2024, parcelle section B numéro 2012 et 2018, commune de Rosier-d'Aigleton, 24,25 €. Oui, Oui, c'est vrai. Oui, Non soumis à l'avis des domaines, monsieur et madame Grenier, le 26 novembre 2024, parcelle B, numéro 2013, 2014, 2017, commune de Rosier-d'Aigleton, 33,25, non soumis à l'avis des domaines, GFR Vedrenne. 26 novembre 2024, parcelle section AM Centre-Ville, numéro 185, 178, 177, 2430 €, non soumis à l'avis des domaines, Kevin Géraudy, SCI Jalis, Benjamin Souti. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte du bilan des sessions et des acquisitions communales de l'année 2024 sur le territoire de la commune. Oui, il y a une petite coquille, je suis en colère parce que j'avais signifié il y a un moment et ça n'a pas été changé. Monsieur et madame Kuhl n'ont pas acheté la parcelle, c'est la commune qui a préempté sur le terrain en face chez Lazera. Voilà, donc, attention quand même à son écrit. Voilà, sinon après là, c'est conforme. Est-ce qu'il y a des observations? On a déjà voté ça. C'est pas on n'a pas besoin de voter. non, c'est prendre acte. Voilà, donc. Donc, monsieur le maire, deuxième délibération, débat d'orientation budgétaire. Monsieur le maire rappelle que l'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L 21-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Donc ce débat a pour objet d'informer les membres du conseil municipal sur la situation financière de la commune et débattre des principales perspectives et orientations budgétaires sur l'année à venir. Donc, vous avez le document de synthèse qui est joint en annexe. Ce débat d'orientation budgétaire n'a pas de caractère décisionnel et le rapport d'orientation budgétaire faisant l'état de ce débat fait l'objet d'un vote à l'Assemblée. Donc, on l'a déjà étudié en commission des finances, on va prendre les lignes et je ne doute pas que vous avez étudié attentivement quand vous avez reçu les documents. Donc c'est pour ça qu'on va le reprendre rapidement. Donc sur tout ce qui était les aspects contexte national, local, les plannings, on ne va pas revenir dessus. Ce qui était toujours intéressant, c'est la page 7, donc c'est l'évolution de la population des Gotons qui fait voir qu'entre 2019 et 2025, il y a eu une légère augmentation de la population, mais une augmentation de la population, donc c'est quand même positif et qui montre l'attractivité de la commune, qui permet de rester au-delà des 5000 habitants. La page 8, donc les résultats du budget principal, donc l'année 2024. Donc ça après, vous avez aussi vu le compte administratif derrière, et on va le reprendre ici. Donc le résultat de l'exercice, le fonctionnement 1 549 736,57, l'investissement 374 299,72. Donc le report de N-1, le fonctionnement 400 000 €,
et l'investissement moins 291 752,10. Un solde des soldes de reste à réaliser de 264 378,64. Donc un résultat cumulé d'exercice en fonctionnement d'1 949 736,57 et l'investissement de 82 547,62. Donc un résultat global de 2 32 284,19. Donc vous voyez sur l'évolution graphique où on a quand même des résultats qui ont évolué positivement depuis 2019. Après, il y a eu un petit coup en 2022, c'est là où on avait soldé aussi les budgets annexes. Plus de 2 millions, alors qui englobe les 400 000 euros de report d'année dernière, mais où on voit quand même un très bon résultat. Et puis on voit dessus un résultat cumulé en investissement qui est positif et un solde de reste à réaliser qui est positif. Donc, ce qui montre qu'on a toujours des marges de manœuvre pour l'année 2025 sans faire de nouveaux emprunts, sachant qu'il y a ces restes à réaliser là. Et puis il y aura l'épargne nette de 2025 aussi qui permettra de faire des investissements. La page 9, vous avez vu les évolutions, donc où on voit les charges de caractère général entre 2019 et 2024 qui ont été plutôt bien maîtrisées par rapport à la période inflationniste qu'on a pu connaître. Les charges de personnel qui ont augmenté, mais vous c'est lié à l'augmentation des points d'indice, l'augmentation des agents, les différents avantages dont on peut bénéficier les agents, et puis les embauches aussi qui peuvent avoir lieu, et ce qui permet aussi de permettre un service public toujours de qualité. On profite pour remercier aussi les agents pour leur implication. Les recettes de fonctionnement, donc vous voyez les différentes recettes ou produits et ventes qui évoluent. Impôts et taxes, on a une évolution vers dessus. Alors, je précise bien qu'on n'a pas augmenté les taux, mais on a une recette fiscale dessus liée à l'évolution des valeurs locatives. Les dotations et participations qui augmentent, sachant que nous, ce qui augmente, c'est la dotation de solidarité rurale, parce que les autres ont plutôt tendance à diminuer, et les autres produits qui restent tout à fait similaires. Donc, les graphiques, je vous en dispense. Vous avez vu voir les évolutions dans ce que j'évoquais. Les charges de personnel, on rappelle que la commune comptait 62 agents en 2020 et 66 en 2024. Donc, ce qui disait aussi, il y a eu des embauches pour permettre de maintenir un service de qualité. On a embauché 2 agents supplémentaires au service technique parce qu'on en avait la nécessité. Et puis il y a eu les hausses de points d'indice, les changements de grade, la prime partage de la valeur, enfin, pour pas l'appeler du nom de son décideur. Derrière, c'est normal aussi que les agents bénéficient des évolutions salariales ou salariés. Et puis aussi sur 2025, et ça on en reparlera derrière, il y a une prise en charge de la prévoyance qui est plus importante que ce qu'elle était. Et puis il faudra s'attendre pour 2026, on anticipait où les mutuelles, les frais de santé aussi, les régimes entre le privé et le public devraient s'aligner, donc de prendre en charge une partie des cotisations de frais de santé des agents. Les tableaux des effectifs, donc, vous les avez. Les dotations, je vous ai expliqué le plus large. Si juste revenir sur les canvas, c'est juste pour reprendre les grandes masses, où c'est toujours intéressant. On voit que le personnel représente 50% des dépenses de la collectivité. Les charges à caractère général représentent un tiers, et puis un tiers qui est cumulé par les autres dépenses. Et sur les recettes, on a 60% de nos recettes qui sont de la recette fiscale, et un tiers qui sont les dotations. Et puis le reste, ce sont les autres recettes qui le font. Donc c'est là où on voit les grandes masses, c'est important de voir aussi qu'on n'a pas des grosses marges de manœuvre, parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre sur ce que l'État peut décider, et puis la fiscalité, on ne peut pas augmenter la fiscalité. On voit bien que les Français aujourd'hui payent déjà suffisamment d'impôts, en tout cas la plupart. Donc je puisse en être les recettes fiscales, nous en avons parlé. La page 18 sur la prospective, où on voit en 2024 une épargne nette d'1 170 000, qui devrait être de 847 000 en 2025. Donc ça, c'est ce qui reste une fois que les emprunts, la nuitée de l'emprunt est payée, c'est ce qui reste pour investir dessus. Donc il y aura cette somme-là, plus ce que je vous disais qui restait en solde reste à réaliser et en excédent, et plus les subventions qui ne sont pas toutes comprises dedans, tout simplement celles qu'on n'a pas pu les arrêter, mais où il y aura des subventions sur les projets aussi de 2025. Et puis vous l'avez remarqué, on
On a toujours tendance à être peut-être trop prudent, mais finalement les chiffres sont souvent meilleurs que ce qui peuvent être annoncés ici. Mais on voit que la commune a quand même une capacité d'investissement importante. Le ratio des endettements de la commune qui est autour de 4, donc ça fait très longtemps que ça n'avait pas dû être à ce niveau-là sur la commune des Gotons. Et puis il n'y a pas de... Pardon, j'ai changé de page. La page 19, donc le ratio des endettements est autour de 4, sachant qu'on se rapproche, on est même un petit peu en dessous de la strate et le seuil de vigilance fixé par l'État est à 2. Donc c'est là aussi où on voit que la commune a une capacité d'endettement, enfin des endettements, et donc une capacité d'endettement assez intéressante. Et on voit sur la page suivante, la page 20, la dette au 31 décembre de chaque année qui diminue, qui était 8,7 millions en 2020 et qui devrait être à la fin 2025 seulement de 6,9 millions, et qui sera de 6,9 millions puisqu'on n'a pas prévu de faire de nouveaux emprunts. On libérera simplement celui qui avait été contractualisé l'année dernière, qui n'a pas été tout à fait débloqué. Donc en page 21, les orientations budgétaires, donc c'est de poursuivre. La commune affirme sa volonté de conduire une politique d'optimisation énergétique de la ville et d'amélioration du cadre de vie des citoyens. Donc, on précise ce qu'on a fait en 2024. Et puis, cette politique sera poursuivie en 2025, notamment par le remplacement des ampoules énergivores et lampadaires d'avis et dans les salles de sport par des LED. L'installation de modules de gestion technique des bâtiments qui permettra un meilleur contrôle de la consommation énergétique et limiter l'aménagement. Oui, le meilleur contrôle de la consommation énergétique, on en a pas parlé sur les charges à caractère général, c'est-à-dire qu'on voit qu'on maîtrise bien la dépense de fluide de l'énergie, malgré la hausse des prix qui a pu exister sur les dernières années. Donc il y a quand même eu déjà pas mal d'économies qui ont été faites et d'optimisation de ces dépenses-là. Et puis cette GTB permettra aussi de suivre en temps direct, réel, les consommations des bâtiments et de poursuivre cette politique-là en tant financière. Et puis on parle des développement durable, ça ne sert à rien de dépenser du chauffage qui ne sert à rien, et puis de dépenser de l'énergie inutilement. On débutera l'aménagement de nouveaux espaces en centre-ville, notamment suite à des constructions de la minoterie stagée. Et ce projet s'étalera sur plusieurs exercices. Et puis, donc, la sobriété s'impose comme une nécessité. Donc, ensuite, toujours le plan pluriannuel d'investissement sur l'opération de la voirie communale, la poursuite de l'opération raccordement du puits des Fourches, la poursuite des travaux sur le schéma directeur d'assainissement. Donc, ces travaux-là auront aussi un impact sur le budget principal sur la voirie. Le maintien du patrimoine communal en état, l'amélioration du cadre de vie de la population, des aménagements sportifs, donc un tennis couvert paddle, donc l'idée du tennis couvert, c'est déjà de construire une salle de tennis couvert, mais qui permettra aussi de libérer des créneaux pour les autres associations, parce que le tennis utilisait pas mal le gymnase au combe et l'air couverte, et donc monopolisait pas mal de créneaux, du fait des compétitions en équipe qui monopolisent pas mal de temps sur les week-ends, donc ça permettra aussi de libérer des créneaux, notamment avec Joland qui avait des difficultés à avoir des créneaux, et puis aussi ça aura quand même un côté pour faire découvrir le tennis à la population des écoles, du centre de loisirs, et même éventuellement, un peu plus âgé, ça peut être avec des seniors, enfin il peut y avoir là, des possibilités d'utiliser cette salle comme ça. La réfection des toitures des bâtiments publics, donc on parlait de maintien du patrimoine commun en l'état, donc il y a quelques toitures qui sont un petit peu en souffrance dessus, donc on a prévu un gros plan là, donc là on fait des diagnostics et on déterminera lesquels sont prioritaires dessus, donc il y a quand même la toiture de la mairie qui a été analysée sur un plan, il y a l'école de la Mémadestière où il y a un côté qui n'est pas très en forme, et puis il y a la salle du Château Robert aussi où on voit bien les faux plafonds sont tachés, donc c'est bien qu'il y a des fuites dessus, et puis le centre équestre, quand ils viennent nous présenter leur rapport, ils font les remarques sur l'appartement, donc il y a aussi cette partie-là, celle-là je pense qu'elle fait partie des priorités. Donc voilà sur les investissements de l'année. Le détail, donc, je vous ai repris après les charges de caractère général, on en a parlé des autres charges. La fiscalité, donc pas de hausse des taux sur l'année, et puis une évolution de la locative qui devrait être simplement de 1,7 cette année, donc c'est lié à l'inflation et indexé sur l'inflation, l'État a déterminé ce taux-là. Vous avez en page 29 l'état des restes à réaliser en dépenses et en recettes, donc 550 000 de dépenses à réaliser. Donc sur les bâtiments communaux d'hiver, notamment, il y a aussi sur les écoles, les équipements sur les écoles des jeux, il y a quelques aménagements dessus. Les équipements communaux d'hiver, il y a la GTB qui est déjà budgétée, on a parlé de la gestion des bâtiments, elle était déjà budgétée en 2024,
4 est déjà dans les restes à réaliser de 2024. L'informalité téléphonique et le serveur. L'aménagement du château Robert, c'est fait, c'était l'aménagement autour, et comme ça a été fait en fin d'année, les trésoriers ne payant plus les factures sur la fin d'année, derrière ça reste à réaliser. Et la conversion de la minoterie, où on a provisionné 180 000 € sur l'année 2024. Les recettes, il y a 815 018 de recettes, dont 480 000 de l'emprunt contractualisé voté l'année dernière qui n'a pas été débloqué, et puis des subventions diverses qui seront versées sous peu et qui ont les arrêtés qui ont été envoyés, attendant simplement des règlements des collectivités et des organismes. Le prêt, page 30, le prévisionnel 2025, donc ça revient à ce qu'on avait pu évoquer, donc 3 440 000 €, dont les 550 000 de restes à réaliser que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis finalement dans toute cette partie-là, on reparle de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure. On voit les toitures des bâtiments, on a provisionné 400 000 €, il n'y aura peut-être pas pour les 400 000 € dessus, mais on les a provisionnés. Derrière, on reprovisionne pour la minoterie, enfin pour le projet minoterie, 120 000 €, donc il y aura 300 000 € de provisionnés à la fin 2025 sur ce projet-là. Et puis toujours une opération importante sur la voirie, 800 000 €, donc voirie et réseaux d'eau pluviale, qui font partie du budget principal, et qui sont liés à l'entretien des voiries, et puis tout ce qui peut être lié au schéma directeur d'assainissement. La page 31, les subventions, c'est les mêmes que celles que vous aviez vues tout à l'heure, tout simplement parce que on n'a pas inscrit de nouvelles subventions, on attend d'avoir les arrêtés. Donc on parlait de la salle de tennis, qui devrait être, c'est le dossier de DETR qu'on a déposé, mais je crois qu'on avait voté sur le. Non, c'est dans ce conseil-là où il y a dans les décisions du maire cette DETR, donc une DETR sur ce projet-là. La Fédération française de tennis qui devrait aussi pouvoir participer, et puis on espère toujours l'ANS, même si je crois que les budgets à l'ANS, à mon avis, il y a pas mal de choses qui ont été dépensées pour les Jeux Olympiques. Il doit être en train de faire les fonds de tiroir. Et bien sûr, Jean-Marie Paula, la référence, sinon je vous ai dit raison. Et les subventions du département dessus qui nous aident bien, le département. Et puis bon, les subventions pour le public des fourches et pour l'assainissement. Donc les budgets d'eau et d'assainissement, vous voyez qu'il y a de l'excédent, donc notamment sur l'AEP, on a en investissement 73 000 € d'excédent, on a 1 million de soldes de restes à réaliser, donc c'est aussi lié à l'autorisation de crédit qu'on avait votée pour le puits des Fourches, derrière où il y a les subventions qui ont été inscrites et les travaux qui démarreront, et on avait voté pour l'avance forfaitaire. Donc cet excédent sera utilisé pour le projet puits des Fourches. Et sur l'assainissement, derrière, on a un solde de restes à réaliser de 1 300 000 et un résultat d'investissement de moins 3 millions. De moins 370 000 €, ce qui donne un résultat cumulé d'investissement, parce qu'il y avait le report de N-1 qui était d'un peu plus d'1 million, donc un report d'investissement de 649, et le solde de reste à réaliser qui permettra de financer sachant qu'on vous avez vu, il y a pas mal de recettes sur l'assainissement, donc comme le schéma directeur d'assainissement se poursuit sur plusieurs années, les excédents au fur et à mesure se capitalisent et permettront de boucler ce schéma directeur d'assainissement et en minimisant au maximum l'emprunt. L'épargne de l'AEP, vous la voyez, on est en moins de 10, donc on est pas mal aussi sur le ratio des endettements en page 33. Et puis des recettes qui augmentent par rapport à ce qu'on avait voté sur les tarifs de l'eau. Et c'est l'hypothèse avec un emprunt de 935 000 € qui sera débloqué courant 2025 en vue de financer les travaux de raccordement au puits des Fourches. Et 100 000 € pour les travaux de réseau récurrents. Donc on voit qu'en empruntant 935 000 €, on peut boucler l'investissement sur le puits des Fourches tout en conservant un ratio des endettements tout à fait acceptable. Et puis sur l'assainissement, on voit là page 34 des recettes toujours importantes sur l'assainissement, qui sont liées aussi à ce qui avait pu être fait sur la renégociation de la DSP, notamment par rapport à Charal, avec leur coefficient de pollution qui est de 2,7, enfin quasiment 3 derrière, c'est-à-dire quand ils rejettent un mètre cube, ils payent sur quasiment 3 mètres cubes, plus les parts fixes qui avaient été déterminées, donc qui nous fait une recette sur le réseau d'assainissement qui permet de financer le schéma directeur d'assainissement qui permettra aussi des travaux nécessaires sur ces budgets-là sur les années à venir. Les principaux travaux sur les budgets annexes, page 35, c'est ce qu'on a dit, c'est le puits des Fourches sur l'eau, l'entretien du réseau et puis l'assainissement, la suite du schéma directeur d'assainissement et du raccordement des particuliers. Et puis enfin, le 36,
budget annexe du lotissement du Bosquet, il reste toujours 4 parcelles, enfin il y a 4 parcelles vendues à ce jour, et le prix de vente s'élève à 39,34 €, donc si vous laissez des acquéreurs, n'hésitez pas à leur en faire part. Voilà ce qu'on peut dire sur ce schéma directeur, sur ce rapport d'orientation budgétaire. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques ou des précisions à apporter. Charles, vous préciser quelque chose? On a vu avec, il y avait Olivier qui était là, le qu'on a présenté. Bon, je pense quand même qu'on n'est jamais ajouté à cette bonne santé financière de la collectivité. Donc, plus ce que j'ai pu vivre, ce que nous avons pu vivre en 2014 jusqu'en 2024-2025, c'est quand même un bon redressement de la collectivité avec des travaux, avec tout ce qu'on fait sur le côté social avec le temps. Et je voudrais rajouter quand même, je me suis amusé à calculer la semaine dernière le coût, par exemple, de l'association du rugby. On leur donne 600 et quelques mille euros. Vous comprenez? Ensuite, j'ai compté l'éclairage, les 600 litres d'eau chaude du week-end, les 2 personnes qui sont affectées là, pour le traçage des lignes, etc. Donc au bas mot, ça nous fait un budget de 40 000 euros. Le foot aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a la partie effectivement financière, et après toute la partie fonctionnement, sachant qu'avec le temps, c'est nos salariés qui font les traçages de terrain, qui font l'entretien, alors que dans beaucoup de clubs, c'est les joueurs qui font effectivement le traçage. Voilà, je pense qu'on vit en bonne entente, tous ensemble, et puis on participe effectivement donc, à toutes les activités. Et le côté culturel aussi n'est pas négligé, puisqu'il y avait un spectacle de qualité vendredi, et pour ceux qui étaient présents, vous n'avez pas monté votre soirée sur le concert Hommage à Edith Piaf, qui a réuni beaucoup de gens, et beaucoup de gens à l'extérieur d'Aigle-Ton, qui permet effectivement d'avoir un pôle d'attraction, et puis tout ce qu'a précisé Patricia Guillaume sur le côté culture, donc je parle un peu à la place de Jean-Marie Taguet, qui est un petit peu donc, le coordonnateur de toutes ces actions. Voilà, le CDMA. Durant les vacances, c'est ce qui est bien aussi, que si vous avez vos enfants et petits-enfants, il y a des activités. Donc au CDMA, donc il y a des bibliothèques, il y a pratiquement tous les jours, si vous voulez. Et puis le centre récréatif, même si c'est une compétence communauté de communes, où ils mettent en place une espèce de toboggan. Enfin, moi j'y vais avec mes gamins, mais je suis sur le côté, voilà. Donc on monte, on descend, voilà, donc c'est quand même intéressant. Et puis il y avait une fréquentation qui est en nette hausse par rapport aux autres années. Voilà, donc ça fait un tout ensemble. Et on fera un petit point après sur la minoterie stagée où les gens terminent d'enlever tout le matériel. Ils doivent partir vendredi. Voilà. Voilà. Oui, simplement en commission des finances, tu avais parlé d'un courrier qu'on allait recevoir de la DDT. Voilà, donc Astrid m'a dit qu'on ne l'avait pas reçu et on n'a aucune info orale. On parle de la station d'épuration, c'est ça? Oui. Donc quand je parlais de l'AEP, c'est pour l'AEP de l'assainissement des excédents, je parlais un peu de ça, mais oui, on n'a rien. Oui, tout à fait. Et en plus, Marion, la directrice, doit partir normalement dans le courant mars. Il y a un chef musical de Corrèze. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous remercie pour votre attention pour ce rapport et je remercie les services aussi pour cette rédaction de rapport de qualité. Et donc le maire propose au conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2025. Donc on prend acte et d'approuver le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2025. Donc qui est contre? Donc 5 contre, pas d'abstention. Qui s'abstient? Et donc adopté par 22 pour. La délibération 3, budget principal, compte de gestion et compte administratif 2024. Donc le compte de gestion 2024, le compte de gestion a été établi par M. le trésorier d'Aigle-Ton, le comptable public de la commune. Vous les avez eu sur les pièces annexes qui ont pu être envoyées avec la convocation des éléments pour le conseil municipal. Le compte administratif 2024, donc normalement sur le compte administratif, le maire n'est pas là, mais il est transparent, on ne le voit pas. Derrière, vous avez les détails par qui a été joint en annexe et qui, enfin, on ne va pas revenir trop longtemps sur les chiffres parce qu'on les a évoqués sur le rapport d'orientation budgétaire, mais ça fait ressortir le compte administratif 2024 les résultats suivants. Donc le résultat N à 1 549 736,57 en fonctionnement, en investissement 374 299 72, et rapport N-1 en prenant les 400 000 euros de recettes de N-1, ça fait 1 900
49 736 57 de résultats de la section de fonctionnement. On a un report en section d'investissement de 82 547,62. Un solde reste à réaliser de 264 378,64. Donc une section de fonctionnement de 1 949 736 57 et 346 926,26 en investissement, d'où les 2 296 662 83. Donc le résultat conforme, de clôture, il est conforme avec le compte de gestion. L'affectation des résultats 2024, donc le résultat d'1 949 736,57, ça c'est le résultat de fonctionnement. Les résultats d'investissement, donc 374 289 72 moins 291 752,10, qui est le résultat de 2023, ça fait 82 547,62, donc un excédent sur l'exercice, et un solde de reste à réaliser de 264 378,64, ce qui fait un excédent d'investissement de 346 926,26, donc qui permettra de financer une partie des travaux de des investissements de 2025, et qui sera, donc j'ai expliqué tout à l'heure, les paramètres générés par l'année en elle-même, qui permet une bonne capacité de financement. L'affectation des résultats 2024 plus 2025, donc l'affectation réserve d'investissement 1 949 736,57 et les résultats d'investissement reportés 82 547,62. Je ne sais pas s'il y a des remarques sur ces comptes du budget principal. Non. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité pour le compte de gestion du comptable public. Monsieur le maire adjoint en charge des finances propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif pour 2024, dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion, et d'approuver l'affectation des résultats de l'exercice 2024 sur les conditions présentées ci-avant. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions et 21 pour, le maire n'ayant pas voté pour le compte administratif. La quatrième délibération, c'est le budget annexe du service de l'eau, compte de gestion et compte administratif 2024. Le compte de gestion de pardon. On a fait ça aussi. Alors j'ai tout mis ensemble, mais on va les affecter, oui. Alors le maire peut voter pour l'affectation? Oui, donc c'est pour ça que c'est important de le faire. Merci Olivier. Approuver l'affectation des résultats de l'année 2024 selon les conditions présentées ci-avant. Pour l'affectation du résultat, qui est contre? Donc 5 contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention, donc 22 pour. Donc j'en passe à la délibération numéro 4, le compte de gestion 2024 du service de l'eau. Donc il a toujours été établi par le trésorier de la commune d'Égletons. Le compte administratif 2024, vous avez aussi également les détails joints dans les groupes annexes. Donc la section de fonctionnement de N 145 785,88, la section d'investissement 73 285,48, un report de N-1 de 104 772,19 000 euros avec les 41 013 69 de dépenses de N-1, déficit de N-1, le report en section d'investissement, la recette 279 282,10, ce qui fait un résultat de 352 567,58. Les restes à réaliser d'1 035 513,37. Donc un résultat cumulé en fonctionnement de 104 772,19 en investissement d'1 388 080,95. Donc il est conforme le résultat avec celui du compte de gestion. L'affectation des résultats 2024, il y a un résultat affecté de 104 772,19, un résultat d'investissement de 352 567,58, un solde de reste à réaliser de 1 035 513,37 sur un excédent d'investissement de 1 388 080,95. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, cet excédent qui servira à financer l'opération de raccordement au puits des Fourches, entre autres. L'affectation des résultats donc, de 2024 en 2025, 104 772,19 de l'affectation de la réserve d'investissement et l'investissement reporté 352 567,58. Je ne sais pas s'il y a des remarques sur ces comptes. Non. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Monsieur le maire adjoint, en charge des finances, propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion pour 2024 dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Le maire ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est le compte administratif. Oui, c'est le compte administratif. Donc 5 abstentions et 21 pour. D'approuver l'affectation des résultats 2024 selon les conditions présentées
avant. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions, 22 pour. Donc, remercie. La 5e délibération du budget annexe du service de l'assainissement, compte de gestion et compte administratif 2024. Le compte de gestion 2024 donc, a été toujours établi par le trésorier des Gotons, comptable public de la commune. Le compte administratif 2024, la section d'exploitation en N 659 569,76, une section d'investissement à 370 052,96. Résultat, report N-1, on retrouve, il n'y avait pas de report, donc la section d'investissement 659, la section d'exploitation, pardon, 659 569,76. Le report en section d'investissement, donc il y a 1 19 869,21,07 de l'an passé, donc 649 826,25. Et un solde des restes à réaliser de moins 1 308 845,62. Donc, ce qui donne un résultat accumulé en section d'exploitation des 659 569,76 et les moins 659 019,37 de section d'investissement. L'affectation des résultats 2020 et le résultat est conforme avec celui du compte de gestion. L'affectation des résultats 2024, donc 659 569,76 de résultats d'exploitation, un résultat d'investissement donc de 649 826,25 et un solde de reste à réaliser de 1 308 845,62, soit un besoin de financement de 659 019,37. Et c'est là où, par rapport à ce que j'ai fait, on a certes un besoin de financement, mais on voit que le résultat affecté d'année est 659. Donc si on avait le même résultat sur l'année prochaine, il devrait être un petit peu moindre derrière ce que les rattrapages sur l'année, mais il permet de financer le besoin de financement. Donc, même que il y a un besoin de financement, il n'y a pas de souci sur ce budget-là, d'autant plus qu'on a vu tout à l'heure le ratio des endettements qui était faible. Donc l'affectation en réserve d'investissement 659 569,76 et résultat d'investissement reporté 649 826,25. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Monsieur le maire adjoint en charge des finances publiques propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif pour l'exercice 2024, dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions et 21 pour, le maire n'ayant pas pris part au vote. Par contre, je vois qu'il n'y a pas l'affectation du résultat, donc on ne doit pas affecter le résultat. Il n'y a pas de. Si, il y a un résultat quand même. Donc on la rajoutera sur le compte rendu. Derrière, donc. Le maire adjoint aux finances propose d'approuver l'affectation des résultats 2024 selon les conditions présentées ci-avant. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions et 22 pour. Je vous en remercie. Et enfin, le budget annexe du secteur du bosquet, compte de gestion et compte administratif 2024. Donc le compte de gestion établi par le trésorier des Gotons. Le compte administratif, c'est un peu plus vite parce qu'on résultat est 0 et 0. Il y a un report en section d'investissement de 39 374,31, donc ce qui fait un résultat accumulé aussi 0 et 0. C'est là où on voit qu'il s'est rien passé sur l'année. Et puis les dépenses recettes, c'est des histoires d'extourne, de stock qu'on passe au 31 décembre, on extourne l'année d'après, mais où il y a 0 de résultat. Donc le résultat à 0, c'est quand même une chance qu'il soit conforme avec celui du compte de gestion. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public, donc qui est contre. Qui s'abstient, adopté l'unanimité. Merci. Et monsieur le maire adjoint en charge des finances publiques propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif pour l'année exercice 2024. Les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions, le maire n'ayant pas voté, 21 pour. Je vous en remercie. Je remercie les services pour le travail. Et pour une fois, j'essaie de ne pas oublier. N'oubliez pas de signer les parapheurs avant de partir. Merci. Voilà qui est rond devant le nez, Nicolas. Il ne s'est pas endormi. Ça se voit qu'il est expert comptable. Ça n'a pas boité. Alors après, écoutez, donc des choses plus terre à terre. Pour la minoterie SAG, vu que quand ils ont signé l'acte, ils ont oublié la parcelle 287. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'elle appartenait à la minoterie, puisqu'elle doit être, c'est une servitude aussi pour accéder au bâtiment de la parcelle 283. Donc bon, le prix n'est pas très élevé, donc 100 €. Alors, donc, on est obligé effectivement de prendre cet avenant.
Et juste pour votre information, donc l'équipe de démontage va partir jeudi ou vendredi. Il y a encore 2 camions qui sont partis hier, mais ça a été entièrement dépouillé à l'intérieur. Alors figurez-vous que c'est des Serbes qui démontent tout, qui travaillent sans arrêt. C'est toujours la nuit, tout ça. Alors c'est commandé par une société pakistanaise qui est basée à Londres. Voilà. Et oui, il y a des amateurs qui ne pas très cher en Londres. Ça se posait quand même des questions. Hein. Voilà, donc tout a été repris, je sais pas où c'est parti. Hein. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis dans une union hôtelière dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et après, je vois si et puis, oui, et transportés par des camions espagnols aussi, hein, ce que je veux préciser aussi. Voilà pour le transport. Voilà, donc il y a une copie avec l'EPF courant en mars, hein, et déjà on a quelques touches, il faut qu'on voit effectivement comment on va travailler, et sachant qu'on tient à ce qu'il y ait pas mal de structures en construction bois, et dans cette même journée aussi, on travaille avec Farge pour voir comment on peut introduire le bois dans la structure porteuse de l'ensemble. Voilà, donc on vous verra un peu plus tard, je ne sais pas plus que vous, donc on verra après comment diriger le projet, sachant qu'on est sur quelques années pour qu'on puisse tout livrer donc, à des promoteurs ou à Electronic ou à Noalis ou à une autre structure qui s'appelle l'ADEF qui permet effectivement de réaliser du logement social. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'ensemble. Oui, alors pour la démolition, donc on a un peu de retard puisque comme la loi de finances n'avait pas été votée, c'est ce que nous a dit Guillaume Bougès, toujours qui est responsable de l'EPF. Donc ils ont pris un peu de retard, et dès que ça a été débloqué au niveau du Parlement, donc les crédits sont arrivés, donc ça peut être tout réglé. Il y a un appel d'offres qui va être réalisé. On a une dizaine de sociétés de déconstruction qui vont se présenter pour démolir. Il y a très peu d'amiante, très peu. Donc, et je pense que le marché va être normalement ça doit être scellé, disons juin, juillet, et puis la démolition qui va se faire pour le second semestre. Voilà, pour ce qui est, on va peut-être avoir des surprises, hein. On verra bien, sachant qu'on garde les 2 bâtiments, la petite maison d'ailleurs, où les Serbes, quand vous savez de la Fachadour, à la gauche, là, et dans le grand bâtiment, ils ont coupé l'électricité, c'est pour ça qu'ils sont rapatriés dans la petite maison. Voilà, donc une grande aventure là pour le temps, donc on les voit effectivement, là, on voit effectivement dans les sarcophages autour des 4 silos. Hein. Et d'après, bon, j'ai vu effectivement des entreprises qui avaient participé à l'époque, donc pour ne pas les citer dans le Champierre Lachaud, où il y a quand même des aciers du diamètre de la bouteille. Je sens que quand ils vont commencer à piqueter, donc ça va quand même faire pas mal de bruit. Et puis les tonnes de ferraille là, qui vont récupérer, qui seront recyclées forcément. Voilà, donc, ce qu'on demande effectivement, c'est d'approuver l'acquisition de la parcelle par le PF Nouvelle-Aquitaine au coût de 100 €, et puis d'autoriser cet avenant et tout le document nécessaire à son exécution. Pas de vote contre, une abstention. Merci bien. Et puis après, on continue avec Stéphane. Alors, délibération numéro 8, service commun, autorisation, droit du sol. Monsieur le maire rappelle que la loi pour l'accès au logement est un urbanisme rénové du 24 mars 2014 a mis fin à la possibilité offerte aux communes, membres de la communauté de communes de Montano et de Tournon-Lédière, de demander la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des actes et autorisations d'urbanisme. La communauté de communes a mis en place à titre gracieux un service commun d'instruction du droit des sols depuis 2015. D'abord pour les communes dotées d'un document d'urbanisme, puis l'ensemble des communes de son territoire à partir de l'adoption depuis le 30 janvier 2020. Le service commun ADS est composé d'un instructeur du droit des sols en charge des communes d'Égletons, Rosiers, d'Égletons, Soudeilles, Darney et Pérébelair, sauf demande concernant les zones d'activité Kralbos, Combes, Cholonne, Les Chaux, Gressouillère et Bois-du-Val. D'un bureau d'études en charge de l'instruction des autres communes, de la communauté de communes et des zones d'activité. Le coût de ces services pour la communauté de communes pour l'année 2023 est de 70 734 €. Un agent de la communauté de communes est également en charge de l'interface avec le bureau d'études chargé de l'instruction des ADS, du conseil aux administrés et de l'instruction de certaines demandes simples.
Au regard du coût important de ce service et du fonctionnement des autres collectivités par délibération en date du 9 décembre 2024, le Conseil communautaire a décidé de refacturer à compter du 1er janvier 2025 l'équivalent de 50% du coût du service aux communes pour l'instruction des actes. Le coût par acte est déterminé en utilisant les coefficients EPC, équivalent permis de construire, suivants, correspondant au temps passé pour chaque type d'acte. Donc si on reprend les types d'actes, certificat d'urbanisme informatif au coût de 17 €, certificat d'urbanisme opérationnel pour 34 €, déclaration préalable 59 €, permis de construire 84 €, permis d'aménager 101 €, permis de démolir 67 € et autorisation de travaux 84 €. La facturation interviendra une fois par an au cours du premier trimestre de l'année suivante l'instruction des actes. Une nouvelle convention doit être conclue entre la communauté de communes et les communes adhérentes au service commun. Avez-vous des questions? Bon, on va procéder au vote. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les termes de la convention du service commun d'instruction des ADS annexée à la présente délibération et de l'autoriser à signer la convention et tout document afférent à cet objet. Est-ce qu'il y a des voix contre? Abstention? À l'unanimité. Délibération numéro 9. Approbation de la convention de mise en place d'un service commun de délégation à la protection des données. Monsieur le maire rappelle que les communes, établissements publics et syndicats sont soumis à l'obligation de mise en conformité des données au règlement général de protection des données, le RGPD. Ainsi, dès 2021, la communauté de communes de Ventadour et Breton-Monédière a proposé une démarche mutualisée ouverte aux communes et syndicats du territoire. Lors du conseil communautaire du 9 décembre 2024, il a été décidé de formaliser cette démarche par la création d'un service commun afin de définir les modalités de prise en charge financière de cette prestation. Le coût global annuel de la mission de délégation à la protection des données et du suivi annuel du RGPD s'élève à 10 860 € hors taxe sur une durée de 4 ans. Il est proposé que la prestation de chaque commune, établissement ou syndicat adhérent au service commun soit refacturée par la communauté de communes. Le montant annuel était précisé dans la convention annexée à la présente délibération. Pour la commune d'Aigleton, il s'élève à 1 176 € par an. La facturation s'effectuera annuellement sur présentation du bilan de la société. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les termes de la convention du service commun de délégation à la protection des données, de l'autoriser à signer la convention et tout document afférent à cet objet. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est bien. Oui, c'est moi. S'il vous plaît. Je vous apprécie. Délibération numéro 10, contrat de mandat relatif aux études conduites dans le cadre de projets d'autoconsommation collective intéressant le patrimoine communal. Monsieur le maire expose que, vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu la convention de groupement de commandes en date du 21 juillet 2023 et les accords cadres passés sur son fondement. Vu le rapport de Monsieur le maire, considérant la volonté partagée avec les départements et les partenaires intéressés de mettre en commun les capacités de production d'énergie renouvelable et les besoins de consommation recensés au travers d'une boucle locale d'énergie dans une logique vertueuse d'autoconsommation collective. Considérant l'intérêt commun des propriétaires concernés, que les études nécessaires à la concrétisation de la démarche soient conduites concomitamment et en parfaite coordination. Considérant que le département se propose d'assurer la coordination des besoins à satisfaire, la formalisation de la commande auprès des prestataires désignés dans le cadre de groupements de commandes subdivisés, le suivi de l'exécution des prestations attendues et le règlement des sommes dues au titulaire. Monsieur le maire propose au conseil municipal. Il n'y a pas de question. Je vous remercie. Monsieur le maire propose
propose au conseil municipal de donner mandat au département pour conduire au nom et pour le compte de la commune toutes les études utiles dans le cadre des projets d'autoconsommation collective intéressant le patrimoine communal spécialement désigné et d'assurer à ce titre la préparation, la passation, la signature de bons de commande et ou des marchés de services et de prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation des missions d'études ainsi que le suivi de leur exécution, y inclut les éventuels avenants aux prestations complémentaires. Le préfinancement et le paiement de toutes les prestations commandées pour le compte du partenaire dans le strict respect des conditions financières définies dans l'accord cadre passé par le groupement de commandes spécialement constitué à cet effet. Le suivi de l'exécution des études de potentiel et de structures conduites dans ce cadre. D'une manière générale, l'accomplissement de tous les actes nécessaires à l'exercice de ces missions, y inclut la recherche de subventionnement et la constitution de dossiers de demande afférents. D'approuver la convention de mandat correspondante, telle annexée à la présente délibération dans toutes ses conditions, notamment financières, et de procéder sur cette base au remboursement complet des sommes avancées par le département selon la clé de la répartition suivante. Le montant total des études de potentiel de production et de consommation est réparti à part égale entre l'ensemble des participants à la boucle locale d'énergie. Le montant forfaitaire de chaque étude de structure ou géotechnique est supporté par le propriétaire de l'ouvrage ou du bâtiment inspecté, de l'autoriser à signer la convention de mandat si annexée. Il n'y a pas de questions. Est-ce que le département, alors Jean-Marie n'est pas là, mais est-ce que le département prévoit une option pour étendre par exemple aux offices de l'habitat ce genre de démarche Tu me poses une colle, je ne sais pas. Je sais que normalement, tout ça, on doit distribuer les sites à l'arrière de 15 km, c'est défini. Nous, on a défini pour la commune la couverture de l'espace dans un jour, mais je ne sais pas si c'est accepté, puisqu'on est dans le secteur de la VF. Et qu'ensuite, il y a quand même un ancrage, on ne va pas rentrer dans le sol. Il faut rapprocher aux acrotères pour stabiliser dans les panneaux. Il y a des services techniques, mais par contre, services techniques, vous avez vu donc, le montant forfaitaire, l'avant-dernière phrase, là, lié, donc, le coût est lié au bâtiment inspecté quand même. Et pour la communauté de communes, donc, on a mis la construction du centre d'accord récréatif et puis les bâtiments des douanes. Alors, pour délivrer au niveau de l'office public de l'habitat, je ne peux pas te dire. En sachant quand même que 80% des bâtiments, enfin des locations sont raccordés au réseau de chaleur, donc c'est que de l'électrique. Même l'eau chaude sera chauffée par le réseau de chaleur aussi, donc après l'électricité. Mais bonne question, je peux voir aussi. Et le choix des bâtiments, il n'est pas justement déterminé par la convention une fois qu'elle s'applique. Ce n'est pas le département qui va regarder quel est le patrimoine de chaque adhérent et dire ici c'est judicieux, ici. On a eu déjà 2 réunions avec M. Bérard, qui est ingénieur au département et qui nous a accompagnés quelquefois. Effectivement, on avait mis aussi l'école Simenveil dans le coup. Donc je ne les connais pas, pourtant en français, mais elle est orientée est-ouest, la couverture, plein est et plein ouest. Donc il a dit que ce n'était pas judicieux. Et donc le département prend en charge avec un bureau d'études sur Brive la partie des bâtiments inspectés et puis la stabilité du bâtiment aussi pour pouvoir fixer les panneaux. Voilà, on en est là. Donc, et puis aussi la maison de retraite aussi où il y a une surface de couverture relativement importante. Voilà donc ce qui va se faire pour l'ensemble des bâtiments. Et je suis de plus en plus attentif là, parce que au 1er février, figurez-vous, donc il y a une circulaire qui est passée qui a diminué le coût de rachat de l'électricité. Voilà, donc des projets de grande ampleur sur des hectares et des hectares, je ne sais pas un petit peu, quand on fait le bilan financier, si ça vaudra le coup, surtout si on est très loin de construction. Quand vous êtes chaque kilomètre, quand on amène l'électricité, je ne sais pas si vous prenez par exemple la déchetterie au niveau autour de l'usine de l'UVE, donc on n'a que 3 km pour aller au poste source qui est situé dans un Gourdon, et rien que les 3 km de tête, ça doit représenter 500 ou 600 000 euros quand même. Donc c'est quand même des sommes énormes. Et si on baisse le coût de l'électricité, on avait un amortissement, autant on était parti sur 8-9 ans, autant là ça va peut-être s'éterniser un peu.
voilà, ces énergies. Et puis vous avez vu, donc, avec le photovoltaïque, ils veulent modifier les heures creuses dans la journée où il y a surproduction quand il y a un ensoleillement sur toute la France ou dans la région. Donc voilà, malgré que les capteurs photovoltaïques, quand même, la première étude qu'on avait faite, nous, en 2008, c'était pour couvrir le Roi-Vienne. Il donnait à peu près 100 watts au mètre carré. Et là, donc, on a des rendements en crête qui vont jusqu'à 350 watts, 400 watts par mètre carré. Donc, c'est quand même impressionnant. Et sans trop tenir compte, enfin, s'il faut tenir compte de l'orientation, sachant qu'il donne quand même si vous avez des panneaux qui sont en ordre. Voilà, donc, voilà, c'est comme on est. Et c'est tellement long, les études. Entre le moment où vous décidez effectivement de mettre en place sur une surface assez importante du photovoltaïque, il s'écoule au moins 6 ans, 7 ans. Et tout à l'heure, j'ai enfin signé avec le groupe Apex, si vous voulez, la fiabilité du projet à la déchetterie. Alors qu'on a commencé, donc, la préétude, c'était en 2019. Voilà, c'est qu'on a tout à fait voté, je pense. Alors on passe au vote. S'il y a des questions, qui est contre? Merci. Voilà. Délibération 11. Oui. Donc, validation du tracé communal du schéma départemental de mobilité douce, le plan voie verte pâle. Vu la délibération du conseil départemental de la Corrèze, 310 de 12 avril 2024, actant le déploiement du plan voie verte pâle et sa mise en œuvre, et autorisant le président du conseil départemental à porter les études techniques sur l'ensemble du territoire corrézien. Vu la réunion technique préalable et les réunions de concertation conduites avec les élus de l'ensemble des territoires concernés, et notamment la réunion du 16 janvier 2025 concernant le territoire de la commune des Guetons, au cours desquels ont été présentés l'itinéraire proposé et le tracé des voies communautaires empruntées. Vu le schéma départemental de mobilité douce, plan voie verte pâle, approuvé par la délibération du conseil départemental de la Corrèze, 310 du 28 novembre 2024. Les points à considérer, moi je vous ai fait un petit résumé pour que ce soit un petit peu plus rapide. Et moi j'avoue que j'ai eu du mal à voir ce que c'était que les voies vertes. Les voies vertes sont un réseau de mobilité douce en Corrèze, conçu pour permettre aux habitants et aux touristes de découvrir ou de redécouvrir le département à un rythme plus lent. Voici les quelques points clés. Donc le concept, il s'agit de voies partagées utilisant des routes existantes à faible trafic. L'objectif est de promouvoir une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers, donc les piétons, les cyclistes, les automobilistes. L'objectif est de renforcer la visibilité, l'accessibilité des principaux points d'intérêt de la Corrèze, répondre aux besoins des Corréziens en manière de mobilité quotidienne, les liaisons touristiques, les trajets domicile-travail. Donc la caractéristique ou les caractéristiques des voies vertes sont signalées par une signalétique spécifique, dont je n'ai pas le panneau là, invitant les automobilistes à la prudence et au respect des usagers vulnérables. Il s'agit de petites routes étroites, environ 400 mètres, à faible circulation. Donc si on reprend le plan ici pour les Guetons, donc en fait on a 3 axes. Un axe qui passe par la route de Saran pour aller jusqu'au musée du président. On a un axe qui passe par l'avenue de Ventadour pour nous emmener jusqu'au château de Ventadour. Et puis on a un axe vers les 4 routes du Sel qui nous amènent au lac des Guetons. Et après, naturellement, on a d'autres points qui se déploient tout au long de la Corrèze, en passant par des points touristiques, des points de vue, etc. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Monsieur le maire propose J'ai une remarque, parce qu'en fait, Didier, tu as parlé de voies vertes, mais là, ce ne sont pas des voies vertes, ce sont des voies vertes pâles. Donc, les voies vertes, c'est effectivement des itinéraires qui sont dédiés, qui sont protégés, pas qui sont propres aux circulations à vélo. Là, ce n'est pas le cas, c'est des routes, des itinéraires existants qui sont partagés
entre les vélos, les piétons, les automobiles. Donc c'est louable que le département veuille densifier un réseau de mobilité douce. Le souci, c'est que finalement, ces aménagements-là, ils reprennent des itinéraires qui existent. Tout simplement, on vient rajouter de la signalétique à l'entrée de ces itinéraires. Alors, c'est des panneaux carrés, on voit il y a les trois symboles de l'automobile, du vélo, mais ce sont des itinéraires qui sont pas suffisamment sécurisés si on veut vraiment développer vraiment faire valoir les atouts du département touristique. C'est vraiment peut-être en aménageant des itinéraires qui soient vraiment propres, qui soient sécurisés. Là, il y a quand même des itinéraires où les accotements ne sont pas vraiment stabilisés. Quand on est à vélo, un certain nombre à circuler, si on ne peut pas s'écarter sur le bas-côté correctement, quand on croise des véhicules, des camions, c'est pas forcément sécurisé. Et puis, la question, c'est quels aménagements spécifiques on va réaliser avec le temps, finalement, pour ces traversées. Parce que là, j'ai vu sur le plan, ça donne l'impression qu'on descend l'itinéraire, par exemple, pour aller vers le lac, on prend la rue des Capucines, c'est une pente, en l'autre sens, c'est un rayon quand même. Alors oui, en fait, dans les objectifs, naturellement, c'est d'éviter les carrefours dangereux, c'est d'avoir une circulation. Alors c'est vrai qu'en évitant le relief, etc., on ne peut pas toujours l'éviter, on est quand même en Corrèze, mais je pense que dans un premier temps, il faut bien cartographier ces différents itinéraires, relier les différents sites, et après, naturellement, là, je laisse au département, on va dire, aménager et proposer des aménagements. Les voies vertes, il n'y en a que deux en fait en Corrèze. Il y a celle qui part d'Aubazine, de la gare d'Aubazine, qui va jusqu'à Saint-Quentin de l'Arche. En fait, ça longe la Corrèze, puis ça traverse Toury, et ça va jusqu'à Saint-Quentin. Et puis l'autre, je crois que c'est à côté de Port-les-Anges. Ça a été inauguré il n'y a pas longtemps, il me semble. Donc c'est les deux seuls. Les voies vertes, après, il y en a quelques-unes. Les voies vertes pâles. Voies vertes pâles, il y en a une qui est expérimentée en Argentin. Tu vois l'ambiguïté en fait, du terme, c'est que tout à l'heure tu as parlé de voies vertes, alors que c'est des voies vertes, des itinéraires partagés en Corrèze. J'ai bien précisé à chaque fois, c'était voies vertes pâles. Non, mais tout à l'heure, tu as donné la définition de voie verte. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, d'accord. Tu as évoqué. Les voies vertes sont un réseau de mobilité douce en Corrèze. Moi, je m'interroge, je ne sais pas qui a produit les itinéraires, mais si on n'a pas un vélo à assistance électrique pour remonter du lac, ça vous fait passer par la route des Capucines. Si le plan n'est pas très net, mais c'est une des côtes. La route du Soleil, on arrive à la place du marché d'Arles. C'est une des côtes les plus raides d'Aigleton. D'autres aussi, des pistes. Oui, alors je m'interroge pourquoi ne pas avoir pris la coulée verte. La coulée verte, la montée à vélo, c'est pas si facile que ça. C'est nettement plus facile que de l'autre côté. Oui, mais si tu prends l'image d'une voie partagée, je vois pas une voiture qui va m'emménager. C'est quand même des voies partagées. Mais le but, c'est de sécuriser le cycliste. Les voitures. Si le but est de sécuriser le cycliste, il me semble que ça aurait été plus sécure de passer par la voie verte. Après, sauf si c'est argumenté du fait que ça peut être dangereux pour le piéton, ce que je peux comprendre aussi. Et puis, l'avantage, c'est qu'ensuite, on aurait pu les faire passer par le clos. Bon, après, il y a la petite côte là qui monte. Si on voit les voies partagées, et puis chacun a son itinéraire piéton, l'itinéraire vélo, l'itinéraire voiture, plus de voies vers pâle. Voilà, c'était une interrogation, je ne sais pas qui l'a fait. Il y a les départements. Mais, alors, on peut dire sur les sports, mais on a regardé, ils ont besoin de ça, ils ont besoin des mers. Mais quand ils sont sur Chauvet ou Saran, ça monte autant que ça va des Capucines. C'est ce que
Parce qu'il faut tu parlais des panneaux spéciaux. Il y avait... Oui, il y a des Ah oui, d'accord. Un magazine du département. Le piéton, le cycliste et la voiture. C'est ça, ouais, tu avais 3 symboles. Sur un Oui, les 3 symboles, le garde-indique. Je voyais bleu, Code de vert, l'eau. moi, mais c'est bleu. On peut le faire passer sous. Et on retient l'idée du traçage, hein, parce qu'en fait, c'est pas assez de ton, c'est tracé quoi, au sol. Oui, ça c'est. D'ailleurs, tu nous avais dit qu'à l'occasion des voies vertes pâles, on réhabiliterait la route du bas au collège, là, depuis Rambouillet. Or, d'après moi, ils n'y passent pas là, avec leur réseau. Bah si, moi j'ai regardé un petit peu sur le plan, en fait, tu as la route de Saran, donc tu as la route du B5, tu vas monter derrière le vélodrome, et après, donc, quand tu arrives au niveau des remparts, tu tournes vers la gauche pour aller, tu passes devant l'ancien cimetière, et tu remontes vers la place du Marché-Gall, et là, en fait, soit tu descends le boulevard de Soudeille et tu reprends les 4 rues du Sel, ou tu passes devant le Clos, tu traverses la 89 et tu prends l'avenue de Ventadour pour aller vers le lycée et la gare. Bon, moi personnellement, je vais au boulot tous les jours, j'emprunte les moitiés de cette route-là pour éviter justement d'emprunter les 89 en fait. Hein. Et tu passes pas dans le centre-ville. Tu passes juste derrière. Alors, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le tracé de plan voie verte et pâle conduit par le conseil départemental qui traverse le territoire communal conformément à l'annexe jointe, d'approuver la convention de superposition d'affectation telle qu'annexée à la présente délibération et d'autoriser à signer, de l'autoriser de manière générale à accomplir tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du projet sur le territoire communal. Est-ce qu'il y a des contre? Il y a des abstentions? 5 abstentions. Merci. Alors, contribution de fonctionnement 2024 au syndicat mixte ouvert Corrèze, centre de supervision départementale. Vu la délibération du 3 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé l'adhésion de la commune d'Igleton au syndicat mixte ouvert Corrèze, centre de supervision départementale, et le transfert subséquent de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, le montant de la cotisation pour 2024 est de 5 004 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le montant et les modalités de versement de la contribution telles qu'il lui aurait été présenté, de donner tout pouvoir à monsieur le maire pour entreprendre toutes les diligences nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est pour. Juste une question, est-ce qu'on pourrait avoir un rapport d'activité du centre de supervision s'ils en produisent un? Parce que là, on s'apprête à voter une subvention, enfin une contribution de 5 000 €, ça appellerait... C'est la part par habitant. Oui, je suis d'accord, mais ce serait bien qu'on ait un bilan. Vous leur demandez. On va demander qu'ils en fassent passer. Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstiennent? Donc 5 contre. Merci. Délibération numéro 13, approbation de l'appellation du chemin de travaux. Monsieur le maire rappelle une procédure conjointe d'enquête publique lancée par délibération concordante des communes de Moustier-Ventadour 1er décembre 2023, Rosier d'Aigleton 21 décembre 2023, Aigleton 22 février 2024, a été approuvée concernant le déclassement d'une section de la voie communale rue de l'Industrie en vue de son alténation.
Par arrêté municipal en date du 23 octobre 2024, M. le maire a prescrit l'ouverture de cette enquête pour une durée de 16 jours. L'enquête publique s'est tenue dans les mêmes conditions de déroulement et de publicité réglementaire. Du 3 décembre 2024 au 10 décembre 2024 en mairie d'Égueton. M. Jacques Brochu a été désigné commissaire enquêteur et a remis son rapport d'enquête à M. le maire le 14 janvier 2025. Après analyse du dossier, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au déclassement et à la cession de ce chemin communal conformément au dossier d'enquête. Depuis le lancement de l'enquête publique, il s'est avéré que la commune de Rosiers-d'Égueton n'est finalement pas concernée par une portion de ce chemin. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur les conclusions de l'enquête et d'autoriser l'inclination de ce chemin. D'émettre un avis favorable sur les conclusions du commissaire d'enquêteur concernant l'enquête publique relative à l'aliénation du chemin rural et à la zone de travaux, d'approuver l'aliénation de la section classée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Le chemin il passe sur. Aussi a donné un avis favorable. On pensait que Rosiers était concerné, mais ils ne sont pas concernés. Et au prochain conseil municipal, on passera effectivement le prix de vente, ou le prix d'achat, vous n'avez pas pour l'un ou pour l'autre. Mais sur un petit bout de terrain comme ça, assez a commencé à faire le bilan financier, ça serait autour de 8 500 €. Voilà. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Délibération numéro 14, mise en place d'un SIG, système d'information géographique, pour l'éclairage public, convention entre la Fédération départementale d'électrification et l'énergie de la Corrèze et la commune de Gueton. Monsieur le maire rappelle que, dans le cadre de la définition de sa politique énergétique, la commune de Gueton souhaite mettre en place une gestion patrimoniale immobilière afin d'organiser au mieux un patrimoine bâti et mobilier. Dans ce cadre, la gestion de l'éclairage public de la ville apparaît comme un enjeu essentiel qui fera l'objet d'une attention particulière dans les prochaines années. En effet, il est indispensable pour une collectivité de maîtriser son éclairage public afin de réduire sa consommation électrique ou encore de connaître les zones déficientes où il conviendrait d'implanter de nouveaux supports lumineux. Dans cette perspective, il est primordial pour la commune de disposer d'une meilleure connaissance du point lumineux de son territoire et l'outil présenté par la FDE 2019 paraît pouvoir répondre efficacement aux attentes de la commune. Cette démarche de mutualisation pourrait bénéficier à l'ensemble de nos départements et peut être préfigurer une mutualisation de nos moyens sur le suivi de nos réseaux, leur exploitation, voire leur maintenance. La convention permettant cette mise à disposition aux communes membres de catégorie A est jointe en annexe, vous l'avez vu, d'ailleurs, cette convention, dans ses articles 1 à 12, définit les conditions administratives et financières, et l'article 13 fait référence, si vous voulez, à des annexes pour la compréhension et l'engagement des parties, et la mobilité concernant la technique, les modalités concernant la technique et la gestion des données. Donc, les conditions financières sont de 3 € par point lumineux pour le forfait d'installation, soit 3 € que multiplie les 1453 points lumineux pour un total de 4 359 € pour 2025, puis 1,50 € fois les 1453 points lumineux, soit un montant de 2179,50 € à partir de 2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention présentée par la FDE 19, vu le budget communal, Monsieur le maire propose au conseil municipal 1. D'approuver les termes et la passation de la convention présentée par la fédération départementale, 2. De l'autoriser à signer la convention présentée ou tout autre document lié à la présente délibération, et 3. De dire que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l'exercice correspondant. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
Merci William. Juste pour information, on a reçu un mail en fin de semaine dernière qui nous indiquait que l'UNEO s'attaquait donc au remplacement sur un bouton de tous les points lumineux. Il mettrait 4 équipes et tout serait fini fin juin. Voilà. Les travaux doivent être terminés pour toutes les communes pratiquement pour fin juin 2026. Mais il y a des retards quand même significatifs sur la réalisation des travaux et la DEE a quand même assez de mal à faire respecter auprès d'INEO pour diverses raisons, pour des plans qui n'étaient pas conformes à ce que les équipes ont trouvé, et puis pour des problèmes aussi d'approvisionnement de matériel. En particulier. Merci William. Voilà, donc, Dominique pour un accord au vol. Au vol, oui, je l'apprends, au vol. Donc l'adhésion à une mission complémentaire à l'assistance, à la fiabilisation des droits en matière de retraite auprès du centre de gestion de la Corrèze. Monsieur le maire expose aux membres du conseil que le centre de gestion assiste régulièrement la collectivité dans la gestion des dossiers de retraite, dans le cadre de la mission obligatoire de fiabilisation des comptes individuels retraite. Il informe les membres du conseil que le centre de gestion de la Corrèze propose une nouvelle prestation permettant l'élargissement de ses modalités dans le cadre des services de la plateforme de la CNRS-ACL, et ce, afin d'accompagner au mieux les collectivités et les établissements de ce ressort. En effet, les récentes réformes des retraites et les évolutions des outils dédiés à la gestion des dossiers en matière de retraite CNR-ACL de la Caisse des dépôts et consignations complexifient les démarches et alourdissent par conséquent le travail nécessaire pour une bonne gestion. Donc cette nouvelle prestation proposée permet de déléguer cette gestion au service GRH du centre de gestion sans que celui-ci ne se substitue au rôle et à la responsabilité de l'employeur public. Pour bénéficier de cette prestation, l'employeur public doit adhérer par voie conventionnelle. Donc ce cadre permet ainsi de confier au CDG la gestion d'un dossier retraite après une demande express et en contrepartie d'un montant forfaitaire par dossier fixé de la manière suivante. Donc le dossier d'épargne pension normale, 150 €, le dossier d'épargne anticipée pour carrière longue, invalidité, réversion, fonctionnaire handicapé, catégorie active, pour un coût de prestation de 200 €, et le dossier d'épargne pour liquidation de la pension complète suite à une retraite progressive pour une prestation de 50 €. Vous avez la convention qui est annexée à la délibération. Avez-vous des questions à poser sur ce dossier? Les dossiers retraite, ce sont des dossiers qui prennent énormément de temps au service ressources humaines. Alors on est souvent bloqué parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau du centre de gestion. Donc là, l'attrait qu'on voit avec cette adhésion, cette mission complémentaire, c'est qu'en fait, on leur donne tout et c'est à eux de se débrouiller avec. Et pour le tarif, je pense que nous, le temps qu'on met, nous, notre agent RH, il en a plus que 150 €. Donc voilà pourquoi on vous propose de faire une petite économie et en temps et en argent. L'intérêt de passer cette convention. Donc, monsieur le maire propose d'adhérer à cette mission complémentaire, de l'autoriser à signer la convention et tout acte permettant
la bonne exécution de la délibération et également d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Francis, Bon, délibération numéro 16. Motion pour le maintien de la section aérienne gendarmerie d'Aigleton. Monsieur le maire expose que le redéploiement des moyens aériens de la gendarmerie vers l'outre-mer et le secteur maritime de la Manche risque d'entraîner le départ de la section aérienne implantée à Aigleton. Le présente depuis 50 ans sur notre territoire. La section aérienne a été installée à Aigleton à l'initiative du président Jacques Chirac. Je rajoute qu'elle a été installée en septembre 1975. J'ai participé. Grâce à son implantation stratégique, elle intervient avec rapidité sur les 8 départements, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, le Cantal, le Lot, l'Aveyron, le Puy-de-Dôme et l'Allier, contribuant activement à la sécurité publique et au secours d'urgence, à la lutte contre les cambriolages et aux recherches de personnes disparues, en plus de nombreuses autres missions essentielles. Son absence entraînerait inévitablement un allongement des délais d'intervention, de secours, une baisse des capacités opérationnelles en cas de crise et une mise en difficulté des services d'urgence locaux, impactant directement nos concitoyens. Une telle hypothèse serait susceptible de dégrader fortement la rapidité d'intervention sur les situations d'urgence, parfois vitales, où l'écureuil B1 apporte une garantie en l'absence de disponibilité de l'hélicoptère du SAMU ou celle de l'hélicoptère de la sécurité civile le plus proche étant à Clermont-Ferrand. Fort de ce constat, l'absolue nécessité du maintien de cette unité sur le territoire au bénéfice de tous les Corréziens ainsi que des habitants des 8 départements desservis, Corrèze, Cantal, Allier, Creuse, Lot, Aveyron, Puy-de-Dôme et Haute-Vienne. Les élus de la commune tiennent à exprimer leur opposition à toute remise en cause sur la section aérienne de gendarmerie d'Aigleton, implantée à Aigleton. Alors je vous signale qu'on n'a aucune certitude qu'elle ne fermera pas parce qu'on n'a pas d'écrit. Le colonel qui commande à Bordeaux dit que ça ne fermera pas, mais on n'a aucun écrit qui nous dit que ça ne fermera pas. Actuellement, c'est Limoges qui fait la surveillance des migrants à Amiens, parce qu'Amiens a un hélicoptère comme celui d'Aigleton, et il y a un autre hélicoptère qui vient. Alors actuellement, c'est Limoges qui est. Quand Limoges va rentrer, c'est Aigleton qui part. Et quand Aigleton va rentrer, ce sera Bayonne qui va partir. Mais on n'a aucune certitude que la section. On n'a aucun écrit qui dit que la section aérienne restera. On connaît, moi j'ai vu d'autres unités où, tant qu'on n'a pas d'écrit, alors on va voir normalement le ministre de l'Intérieur devrait venir avec le nom, on verra. On va voir ce qu'il va dire, mais pour le moment, on a le colonel qui commande la section aérienne, les sections aériennes à Bordeaux, dit que ça ne fermera pas, mais on n'a aucune certitude, aucune preuve. Le détachement aérien n'a rien dit. Francis, c'est en fait nécessaire. Je crois que oui. Les élus de la Corrèze se sont manifestés. Les gendarmes sont bien remerciés. Parce que, oui. En fin de compte, les centres suscités. Personne n'a branché, donc ils ont accepté. Et on a fait une réunion l'autre jour à la fête de la mobilisation où il y avait le préfet, Pascal Coste, il participait aussi, Mathieu, et puis les 3 colonels. Donc le préfet, donc, devant nous, même s'il n'y a pas d'écrit, il a vraiment insisté qu'en 2026, la situation est comme en 2024. Mais par contre, il faut être prudence. Je te remercie. Oui, mais il faut être prudent. Oui, je sais bien. Et puis ensuite, bon, il n'y a pas de problème pour adopter cette motion.
qui a été adopté d'ailleurs par le conseil départemental et nous on l'apprendra aussi à l'intercollage. Et ensuite, la mission qui a été rajoutée, c'est effectivement la ligne Ussel de Mont-d'Or Clermont-Ferrand. Bon, vous l'avez vu, donc elle est assez succincte, mais bon, elle précise bien effectivement notre crête, notre crête, notre souhait, effectivement, pour que les trains reviennent sur cette ligne-là. Voilà, donc il y avait pas mal de mobilisation donc, à Ussel vendredi, donc il y a une dizaine de jours, elle a participé aussi, avec d'autres élus. Est-ce qu'il n'y a rien à changer sur les termes tant que on y est? C'est bon? Pas de... Voilà, on vous remercie. Ensuite, la décision du maire. On a conclu une convention de la mise à disposition d'un local de 60 mètres carrés dans la rue Françoise Volant avec l'association des parents des Turcs. Et puis, on a déposé qu'un seul dossier de DETR consacré donc au tennis couvert et pour une subvention. Normalement, donc, j'ai vu le sous-préfet, on verra s'il tient leur engagement. On rentrerait dans le cadre de projets structurants, plafonné donc à 30% de 500 000 euros. Donc, ça nous fait 150 000 euros. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la confirmation de Farge qui donne tout le bois et le bordage. Donc il y a 400 mètres carrés de bordage de douglas avec un marron clair. Voilà, donc il sera effectivement mis à disposition pour réaliser le bordage de tennis couvert. Très mollo, Comment? Très mollo. Très mollo, voilà, très mollo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à cette fête de conseil? Deux petites questions. Je revenais sur le compte rendu là, des conseils précédents. Tu avais, ça devait être en septembre, évoqué justement à propos de Farge des canalisations d'assainissement qui traversaient la propriété de la SS Farge, de mémoire, et tu nous avais dit qu'une convention était à la signature. On ne l'a jamais vue, donc je voulais savoir. C'est avec la sorte, la convention. On le fera passer effectivement. Il ne faut pas qu'on la délibère. Je ne sais pas. Merci. Mais on va pas s'en c'est pas mal, parce que enfin, ce que j'ai pu en lire sur les sites, c'est que c'est le cas des canalisations qui traversent des terrains privés, c'est assez cadré en fait. Notamment, il faut faire intervenir, il faut qu'il y ait un acte notarié apparemment. D'accord. Et toujours sur l'eau, c'est ma deuxième question. Lors d'un précédent conseil également, tu avais évoqué le piquage sauvage sur les eaux d'eau par des. Oui. Et tu avais évoqué peut-être la mise en place de points de pompage à carte. Tout à fait. Donc je voulais savoir. Donc c'est dans les mains de la sorte, moi aussi. Et pas toutes les bouches incendies, parce qu'il y a une bonne trentaine sur la commune. On a essayé de cibler certaines bouches incendies. Effectivement, donc ça cache plusieurs fois qu'il y avait des piquages qui se faisaient. Et donc si on ne les trouve pas sur le fait, après, les gens s'en vont. Et donc on a effectivement la Saint-Licentre, on a des sociétés qui les déployaient donc les cours ou autres dans les secteurs privés. Et puis les pompiers, forcément, on a fait le compte qu'ils ne payent pas d'autre façon. Voilà, effectivement, on est assez vigilant là-dessus. Et puis le chantier, effectivement, du syndicat des Puits des Fourches, tant qu'on est sur l'eau, que William me suit, je ne sais pas si tu veux nous dire un mot là. Du syndicat des Puits des Fourches. Syndicat des Puits des Fourches. Oui, le chantier d'avance. Au Puy des Fourches. Le projet que Puy des Fourches. C'est la 36, c'est Orléans qui fait station de pompage pour alimenter les châteaux. Donc le chantier avance bien. Les réservoirs sont prêts à être mis en eau, une résine a été faite. Là, ils sont en train de faire un redimensionnement de bassin pour le vidage des châteaux d'eau, pour changer les éventuellement. Et nous, nos travaux aussi concernent les béton, le bâtiment qui va faire la piste de chargement d'eau et de départ sur la béton jusqu'au pistossage. Les travaux des pucerons fin avril début mai. Et la première vidéo avec le pistossage va en 2026. Donc, deuxième semestre, à mon avis. Voilà. Pour le moment, ça suit son cours, il n'y a pas de problème majeur. C'est une belle réalisation.
Et le syndicat du Pied des Fourches, j'ai reçu un mail de Madame Buge, elle a prévu d'organiser une réunion au mois de mars pour les élus. Donc, avec un rendez-vous prévu à Naves, sur leur site, départ de là-bas et puis visite des travaux qui ont été réalisés. Moi, je pense que c'est une bonne chose de voir un peu tous ces travaux qui ont été réalisés. C'est vrai que ça paraît pharaonique. Moi, je suis convaincu que ça me paraît nécessaire, vu le changement climatique. Mais c'est intéressant de voir que l'investissement sert à quelque chose. Et rien que l'ouvrage de génie civil et les réseaux, ce sont des travaux qui, même quand on n'y connaît rien, fascinent quand même. Et on comprend que ça puisse coûter effectivement cher. Mais ça me paraît tout à fait nécessaire. C'est une belle visite, à mon avis. Elle sera commentée sûrement par M. Kjork, qui fait partie de la SOGEA, qui est maître d'œuvre. Voilà. Et il y aura le président du syndicat des Pieds des Fourches. Ben, moi, je vous invite à y aller, si ça vous intéresse. Vous verrez, c'est à voir, à mon avis. Ça sera au mois de mars. Vous recevrez sûrement des invitations en tant qu'élu. Voilà. Merci, Julien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, écoutez, on vous remercie. Puis au 12 avril, vous savez quoi. Ah, mais c'est pas. Le 12 avril, c'est la conférence. N'oubliez pas les signatures.